Eh bien donc, on a la lourde charge de finir cette journée très dense. Les tables rondes ont été très denses. Le sujet l'est également. Moi, j'ai une contrainte horaire qui va m'obliger à vous quitter à 16h50. Donc, du coup, je vais réorganiser un petit peu la prise de parole pour cette table ronde. Je vais, en préambule, excuser la région et les 2 départements qui devaient être représentés par des élus qui, pour des raisons d'agenda, n'ont pas pu se libérer. Mais vous avez pu voir tout au long de la journée les dispositifs qui étaient mis en place par ces 3 collectivités territoriales dans le cadre de cette journée sur l'emploi dans le bassin minier. Moi, moi, je suis Corinne Créqui, je suis directrice générale des services à la ville de Rhêmes, qui est dans le Valenciennois, qui est une ville minière de 12 500 habitants. Je suis aussi directrice générale adjointe dans la communauté d'agglomération de la Porte du Hainaut, qui porte un projet de territoire. Je vais vous expliquer un petit peu pourquoi une DGS se retrouve ici en animation d'une table ronde, hormis le fait que Mélanie et Richard m'ont invité, bien gentiment. Et donc j'y viens, mais pourquoi on s'intéresse à ça? Et en fait, je vais vous donner aussi un petit peu le point de vue des maires et des présidents d'agglo dans cette question d'emploi dans le bassin minier. Ali Benamara, ce matin, vous a expliqué le choc. Ce bassin minier, parce que là, on parle pas de l'emploi dans les Hauts-de-France, on parle bien de l'emploi dans le bassin minier du Nord-Pas-de-Calais, qui, s'il y a bien une composante qui regroupe tout ce bassin minier de Bruay à Bruay, donc Bruay-la-Buissière à Bruay-sur-Escaut, c'est bien sa population et sa vulnérabilité, parce que la population du bassin minier est une population très vulnérable. Et c'est une population qui peine énormément à se remettre de ce choc dont vous a parlé Ali ce matin, qui est le choc de la fermeture des mines et de la sidérurgie, qui a finalement sidéré les populations, sidéré les élus. Et ça fait finalement 30 ans qu'on essaye de se remettre de ce choc. Et en fait, les élus, et moi, DGS que je suis, nous, on doit travailler à la résilience territoriale. La résilience territoriale, c'est bien la capacité qu'on a à rebondir, mais c'est surtout aussi la capacité qu'ont les territoires à construire les conditions de robustesse de ce territoire pour ne plus avoir à revivre un choc et, si on devait les revivre, pouvoir en atténuer ses effets. Ça, c'est extrêmement important, et cette résilience territoriale, autant on répare finalement pas trop mal les friches, etc., autant on a énormément de mal à restaurer cette résilience au niveau des humains, au niveau des habitants de ce territoire. Ça, je pense que c'est vraiment hyper important de leur dire, parce que pourquoi on fait ça? Eh ben, on fait ça pour les gens, évidemment. Et on va avoir un focus, et tout le monde sait mon appétence, sur l'emploi des femmes dans ce bassin minier. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'il y a une corrélation entre la pauvreté des territoires et l'emploi féminin. Moins les femmes travaillent sur un territoire, plus les territoires sont pauvres. Alors même si on n'est pas féministe dans l'âme et si on ne se dit pas qu'il faut que les femmes et la cause des femmes soient portées sur le devant, eh ben, il y a la question quand même des pauvretés des territoires. Et ça, c'est extrêmement important de le redire. Les chiffres qui ont été montrés ce matin, les chiffres de l'emploi sur le bassin minier, ils sont intéressants à regarder. Il serait encore plus intéressant d'être regardé sur une échelle, sur des séries longues. Parce que ça serait intéressant de regarder sur des séries longues l'évolution de ces chiffres d'emploi. Parce que, certes, ils évoluent et ils évoluent pas trop mal. Mais si on regarde au regard de la France, on est toujours en dessous de la France. Et quelquefois même, les inégalités se creusent. Donc c'est un élément qu'il faut avoir à l'esprit. On a vu, il y a plein de choses qui se font, vous avez vu toutes les tables rondes, toutes les initiatives, etc. Néanmoins, on est toujours en retard. Si on prend le taux d'emploi féminin, on a vu aussi des chiffres ce matin. Le diagnostic du projet de territoire à 20 ans de la Porte du Hainaut montre que le taux d'emploi féminin sur le bassin minier, et si c'est vrai sur la Porte du Hainaut, c'est vrai sur tout le bassin minier, il est à la France d'il y a 30 ans. On a 30 ans de retard sur le taux d'emploi féminin sur ce bassin minier. Et quand on regarde ces problématiques liées à l'emploi féminin, on a vu plein de choses qui se font, c'est vrai. Quand les gens arrivent dans des formations, etc., c'est qu'ils ont déjà levé tous leurs freins. Mais la particularité de cette population du bassin minier, c'est qu'elle cumule les difficultés. Ce n'est pas un frein de mobilité, ce n'est pas un frein de garde d'enfants, ce n'est pas un frein,
C'est un frein de mobilité, un frein de garde d'enfants, quelquefois un frein de logement, un frein de santé. C'est un cumul. Et ce qui est vrai pour les femmes, l'est aussi bien évidemment pour les autres publics, mais ce public-là, quand on aura réglé ce problème pour ce public-là, on aura réglé le problème de tous les publics. Parce que finalement, c'est un cumul de vulnérabilité. Et quand on parle des jeunes, alors je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, on parle des femmes et on parle des jeunes. Et les jeunes filles, parce que ça aussi, c'est une problématique. Quand on dit la représentation, etc., la place de la jeune fille dans le bassin minier, elle est extrêmement importante à prendre en compte. On a fait des colloques précédemment avec l'IF de Zerteux. On a parlé de la place de la jeunesse. On a parlé de la santé et de la santé sexuelle des jeunes filles qui pose un problème dans la recherche d'emploi derrière. Parce que quand le statut d'une jeune fille sur le bassin minier, c'est d'être maman à 16 ans pour avoir un statut, ben vous comprenez bien après tous les freins qu'on va avoir à la remettre à l'emploi à terme. Et quand vous savez que les hommes meurent bien avant la moyenne nationale, mais les femmes aussi, mais quand on sait que les hommes meurent plus jeunes, ben c'est les femmes qui restent. Et comme ces femmes ont cumulé les emplois, ben ce sont des femmes, à un moment donné, à la retraite, en difficulté de vie encore et toujours. Quand on sait que ces femmes sont aussi les victimes des violences intrafamiliales, conjugales, et que quand on a vécu ça, on ne sait pas se remettre à l'emploi, qu'il faut se reconstruire, ben vous voyez bien toutes les difficultés qui sont face à nous sur ce territoire. Moi, à DGS, j'ai reçu le courrier d'une dame qui habite une cité en ERBM, qui dit « Monsieur le maire, je sors d'une situation extrêmement compliquée de violence conjugale. J'ai réussi globalement à faire condamner mon mari. Il n'est plus là. J'ai 2 enfants. J'ai jamais travaillé. Qu'est-ce que je fais? J'ai pas de voiture, évidemment. Parce que les freins des femmes, c'est quand il y a une voiture. C'est pour le mec. C'est pas pour la femme. Il y a des violences administratives. C'est les mecs qui empêchent les femmes aussi de travailler parce qu'elles le maintiennent. C'est la réalité du bassin minier. Alors certes, ça évolue, mais ça n'évolue pas assez vite. Ça, c'était vraiment quelque chose que je tenais à partager avec vous, parce que c'est la réalité de nos territoires, c'est la réalité des élus, et donc c'est une vraie problématique à prendre en compte. Et peut-être que sur cette table ronde conclusive à la fin, il faudra ouvrir des pistes de travail, il faudra peut-être ouvrir des pistes de recherche, et ces pistes-là, elles doivent être absolument explorées. Et il y a un acteur qu'on n'a pas du tout entendu pendant cette journée, c'est les PLI, les plans locaux pour l'insertion et l'emploi, parce que les PLI sont des dispositifs, des volontés territoriales, ce sont les bras armés des territoires, vraiment sur le territoire, à côté de France Travail et de tout ce qui existe. Les plis aujourd'hui, si on prend le pli de la Porte du Hainaut, comme quoi il y a quand même une petite évolution, il y a 10 ans, il n'y avait que 33% de femmes inscrites bénéficiaires du pli. Aujourd'hui, c'est 55%. Mais Dieu sait les efforts que l'on doit mettre en place sur un territoire pour arriver à ce que les femmes arrivent enfin sur le devant, et encore sur le devant, 55% seulement. Voilà, je voulais juste fermer cette parenthèse, mais c'est vraiment une problématique sur ce territoire qu'il faut prendre en compte. Alors, il y a beaucoup de métiers qui ont été représentés aujourd'hui, les métiers du ferroviaire, les métiers de la santé, les métiers du BTP. On va avoir avec Monsieur Duterst l'Union des industries de la métallurgie. On a beaucoup entendu l'éducation nationale. Alors généralement, quand même, Mélanie, elle me fait venir parce que j'ai toujours un petit côté provoque. Voilà. Alors, mon côté provoque d'aujourd'hui pour l'éducation nationale, c'est super de faire découvrir les métiers aux élèves, etc. Mais peut-être que les enseignants devraient aussi aller découvrir les métiers. Voilà. C'est peut-être un lieu commun, mais c'est la réalité et c'est vrai. Quand on est passé d'un côté du bureau à l'autre côté du bureau et qu'on a en face de nous des enfants éventuellement orientés, c'est quand même assez intéressant de le dire. Voilà, donc cet après-midi, il y a Jingwe qui va nous faire le retour de tout ce qu'elle a entendu aujourd'hui. Et de tout ce, alors elle a dit plein de trucs super intéressants, le sens au travail, etc. Mais qu'est-ce qu'elle a entendu? Guillemette doit faire la même chose. Et alors, une chose très intéressante, c'est que ce matin, vous avez parlé de comment on équipe les individus à la recherche d'emploi, et c'est le boulot de tous les gens qui sont ici. Mais alors, comment on équipe le marché du travail à l'emploi? Alors ça,
c'est beaucoup plus difficile à identifier sur un territoire ce souci-là. Et on a vu que France Travail a des contacts entreprises, le département RSA, il a son truc d'entreprise, l'éducation nationale. Alors les entreprises, où est-ce qu'elles vont frapper, à quelle porte? Voilà. Donc, je ne sais pas qui veut commencer. Et Monsieur Duters, peut-être on va vous donner la parole. D'abord parce que vous êtes le seul mec de la réunion. Alors, hop, on va vous donner la parole en premier, hein, ça me semble important. Et vous allez nous expliquer ce que vous faites en matière d'accès à l'emploi, d'abord dans votre thématique qui est la vôtre, et sur ce bassin minier, même si vous ne faites pas de différence, vous êtes quand même sur le bassin minier. Tout à fait. Merci tout d'abord de m'accueillir au sein de votre colloque. Donc effectivement, moi je représente les entreprises de la métallurgie. Alors déjà, je vais peut-être définir ce que c'est qu'une entreprise de la métallurgie, parce qu'il y a des fois des confusions. Alors, une entreprise de la métallurgie, c'est une entreprise qui utilise la convention collective de la métallurgie. D'accord. Et qui utilise la convention collective de la métallurgie, qu'on vient de revoir l'année dernière d'ailleurs, au profit des salariés et de l'évolution, justement, avec des sujets que vous venez d'énoncer. Toutes les entreprises qui transforment de près ou de loin un morceau de métal. D'accord. Donc, dans la métallurgie, vous avez le ferroviaire, l'automobile, le naval, la mécanique. Bon, voilà. Globalement, c'est 60% de l'industrie. D'accord. Donc, sur notre territoire, et territoire minier, hein, pour spécifier effectivement la localisation, on a, oui, effectivement, des grandes entreprises, mais on a aussi et surtout beaucoup de petites entreprises, à peu près 90%. D'accord. Sur notre territoire, ici, bassin minier, on va dire que c'est 70 000, 80 000 emplois. D'accord. Avec effectivement un déficit de femmes dans nos ateliers. Et pourtant, on mène depuis très longtemps, hein, des campagnes d'amélioration de postes de travail pour que, effectivement, tous les postes de l'industrie soient accessibles pour une femme. Reste encore quelques soucis peut-être, c'est vrai, dans des petites entreprises où il faut investir dans des lieux d'accueil, des douches, des choses comme ça. Mais je dirais qu'on a fait un grand pas en avant quand même depuis une dizaine d'années où nos chefs d'entreprise, à la fois femmes et hommes, parce que le nombre de femmes chefs d'entreprise augmente, et ça c'est une bonne chose. Alors pourquoi ça augmente ? Je vous confirme, c'est une très bonne chose. Tout à fait. Mais pourquoi ça augmente? C'est ça qu'il faut regarder. C'est parce que jusqu'à maintenant, on se dit, mais est-ce que je peux oser? Est-ce que je peux devenir chef d'entreprise? Le problème de fond, c'est que dans l'image mentale de nous tous, on se dit, mais il y a des postes qui sont réservés aux dames et il y a des postes qui sont réservés aux hommes. Et il suffit de regarder le pourcentage de filles ou de garçons en fonction des formations. Mais tout ça, il faut vraiment y travailler pour enlever ça. En tout cas, dans le monde industriel, aujourd'hui, une femme peut occuper n'importe quel poste. Il n'y a plus de sujet à ce niveau-là. Et elle sera accueillie et elle sera très bien accueillie. Parce que comme il n'y en a pas beaucoup, eh ben, on les accueille bien normalement. D'accord. Et ça... on est en train de le développer. On mène des campagnes spécifiques sur la mixité. Vous devez en entendre parler dans les médias et autres. On fait beaucoup de choses sur le sujet. Mais ce qu'il faut surtout, c'est démystifier, c'est-à-dire montrer ce qu'on fait. Parce qu'une fois qu'on est entré dans une entreprise, ben, c'est le seul moyen de se dire « Ah mais oui, mais pourquoi pas pour moi ?» Et puis, on a la chance d'avoir sur ce territoire de nombreux organismes de formation. Il y en avait sur la table ronde précédemment, puis je vois quelques collègues là dans la salle. Je crois que tout est fait pour accueillir le personnel féminin comme il se doit et l'emmener jusqu'au bout. Et de toute façon, les pourcentages de réussite sont bien plus élevés que chez les hommes globalement. Bon, une fois qu'on a dit ça, on a encore du chemin à parcourir. Hein. On n'est qu'au début. Nous, malgré tout ce qu'on peut entendre dans les médias, on a quand même de la chance d'être dans cette région Hauts-de-France. Alors, il y a un mouvement qui est en train de s'opérer là, de transition importante, notamment dans le monde de l'automobile, mais on a de la chance d'avoir des gros investissements à côté et qui sont en train de se réaliser dans les Hauts-de-France. Donc,
Quand on entend 100 personnes en moins, d'accord, mais de l'autre côté, on va en recruter 2000 sur notre territoire. On a commencé avec Ampère, il y a AESC qui est en train de réaliser et qui a démarré ses recrutements. On a ACC sur Douvrin qui a recruté. Il y a eu un petit palier en ce moment parce qu'il faut qu'ils se remettent à jour au niveau de la qualité, mais ça va continuer. Maintenant, sur le sujet de la formation, comment on fait ? Parce que c'est ça qui est important. Comment on va réussir à recruter ici sur le territoire? Il y a 2000 personnes à recruter dans le temps. Comment on fait? Il faut, montrer. 2, il faut une implication forte du dirigeant d'entreprise. Expliquer clairement les choses, comment ça va se passer, avec des chiffres à la clé. Et quand je parle des chiffres, je parle des chiffres du salaire. D'accord ? Et ça, c'est le dirigeant qui doit s'impliquer, qui doit venir expliquer. Et ensuite, vous l'avez dit tout à l'heure, il faut lever tous les freins. Maintenant, comment on fait pour réussir à relever ce défi? Et on l'a relevé jusqu'à maintenant sur le territoire de Douvrin. Et on va le relever sur le territoire de Douai. C'est le collectif des institutions et des partenaires branches. Parce que nous, on connaît bien les entreprises. On a des outils qui nous permettent d'aller du terrain, mais jusqu'au national. Et donc, ça nous permet de faire des choses intéressantes. On a mis en place des centres de formation en des temps complètement records, avec des certificats de qualification professionnelle à la clé. C'est-à-dire quand on va chercher des gens un peu éloignés de l'emploi, c'est bien de leur redonner des cours de français, c'est important, d'accord ? Mais ils ne viennent pas que pour ça, ils viennent surtout pour pratiquer un métier. Et donc, la majeure partie du temps de la formation doit être concentrée sur le métier. Et ça, on a la chance de pouvoir le faire à partir des branches professionnelles. Et quand je dis branche, c'est le monde patronal avec les salariés. D'accord ? Ça aussi, c'est important. J'étais avec les syndicats de salariés là, juste avant de vous rejoindre. Les éléments d'impact sont bien connus. On en a tous conscience, d'accord ? Et les actions sont en cours. Après, bien évidemment, tous ces freins, on arrive à les lever au fur et à mesure. On ne peut plus faire de collectif. Ça ne marche plus. C'est-à-dire faire des grandes campagnes. Ça ne marche pas. Ça coûte cher. Et la valeur ajoutée, elle n'est pas au rendez-vous. Donc, il faut vraiment traiter une personne qui est éloignée de l'emploi. Il faut gérer son cas individuellement. C'est une famille monoparentale. Il y a des problématiques d'enfants, des problématiques de garde, des problématiques de cantine, de mobilité. Et ça, quand on arrive à gérer individuellement la problématique, on a de grandes chances à ce qu'on arrive à retrouver la voie de la sociabilisation pour le salarié en question, et puis de le remettre, je dirais, au devant de la scène, comme vous l'avez dit tout à l'heure, avec une vraie valeur ajoutée, à la fois pour nous tous, à la fois pour le bassin, pour l'entreprise, et surtout pour la personne qui reprend confiance en elle, quelque part. Et ça c'est des choses concrètes. Alors, comme on a le nez dedans aujourd'hui, prendre déjà du recul par rapport à ça, c'est compliqué. Je ne peux pas vous donner de chiffres très clairement. Mais ce qui fait la réussite de ça, c'est que, et c'est formidable dans cette région, parce que c'est vraiment ce qu'on arrive à faire, et c'est ce qui nous démarque par rapport aux autres régions, c'est qu'on sait travailler ensemble. Le monde politique, le monde public et le monde privé, et viser tous les mêmes objectifs. À partir du moment où on fait ça, globalement, ça se passe bien. Merci. C'est quand même intéressant de voir comment on arrive à ouvrir des métiers essentiellement masculins aux femmes. Par contre, l'inverse est quand même beaucoup plus compliqué. Ouvrir les métiers essentiellement, dits féminins aux hommes, ça reste quand même là beaucoup plus compliqué. Moi, à Rennes, j'ai un service logistique, 4 personnes, 2 hommes, 2 femmes. C'est super, il y a 5 ans, c'était que des hommes. Par contre, chez mes ATSEM et mes auxiliaires de puéricultrices, 0 homme. Ça, c'est vraiment des métiers où on a vraiment pas... Alors qu'il n'y a pas de raison. Un mec, il sait s'occuper d'un gamin comme n'importe qui. Donc ça, c'est quand même ça serait peut-être aussi une piste aussi à creuser, de réouvrir. Ça y est, on est habitué à avoir des hommes infirmiers et des hommes sages-femmes. Alors par contre, encore, dans les crèches, etc., dans les écoles maternelles, on n'a pas encore d'hommes. L'éducation nationale, là aussi...
il n'y a pas de sensibilisation, visiblement. Enfin voilà, ça serait certainement un sujet. Alors, je me permets peut-être encore un élément important concernant la métallurgie et spécifiquement la métallurgie. C'est qu'on a développé depuis 5 ans un label RSE, mais qui a été défini par la branche. C'est-à-dire c'est le label RSE UIMM. Pourquoi on a fait ça? Aujourd'hui, pour grand nombre d'entreprises, la RSE, elle est vue par une labellisation, c'est-à-dire une norme. D'accord? Donc, je fais un audit, normes, je remplis des cases, voilà, je suis labellisé ou je ne suis pas labellisé. Nous, on a dit, c'est bien tout ça, mais ça ne nous correspond pas. Nous, ce qu'on souhaiterait, c'est que la RSE soit intégrée dans la stratégie de l'entreprise. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit une dynamique et une démarche qui commence à un moment donné, mais qui ne s'arrête jamais. D'accord ? Et donc, on a défini un certain nombre de critères et on a lancé ça l'année dernière. Alors, on est en train aussi de faire à ce que notre label corresponde au label existant pour qu'une fois que j'ai le label UIMM, il corresponde au label, là, ça c'est pour le business, d'accord ? Mais aussi, et notamment, il y a un des thèmes sur l'image de l'entreprise, son implication locale, son implication territoriale et la valeur ajoutée sociale qu'elle a sur son territoire. Alors, valeur ajoutée sociale et de développement également, parce que ça ramène forcément de la valeur ajoutée et puis du pouvoir d'achat local sur le territoire. Et ça, c'est un élément qu'on est en train de développer. Alors, moi, sur mon territoire, je vous lis la race d'Ouai, mais ici, sur la partie bassin minier de ce territoire, je peux dire qu'on a 50-60 entreprises qui sont engagées dans cette démarche. Alors, ce n'est pas encore assez, hein, on est bien d'accord, mais l'objectif, c'est d'aller à 100% de nos industriels de la métallurgie en leur demandant d'aller dans les collèges, d'aller dans les écoles, de rentrer dans les clubs de sport. Et ça, on a besoin encore une fois d'un bon maillage entre le monde politique et le monde industriel pour que globalement, en tant que maire, souvent on connaît bien, on est dans toutes les associations, on connaît bien les gens, dire mais t'as pas de boulot, tu sais j'ai croisé telle entreprise, enfin faisons des choses simples, efficaces, et les outils quand on fait en collectif, souvent ils sont là parce que des outils on en a développé je sais pas combien, toujours un qui correspond, et puis quand on arrive à même si on serre un peu les fonds, vous savez, globalement quand on arrive à les mutualiser, on trouve des solutions. Merci. Jingwe, alors quel regard sur cette journée aujourd'hui pour l'universitaire que vous êtes? Alors, du coup, j'ai une longue série de réflexions et je vais vous présenter, désolé, en vrac. Alors, tout d'abord, ça va piquer peut-être un petit peu. Finalement, j'ai remarqué, donc vous avez présenté beaucoup d'expériences, beaucoup de cas réussis. Et j'ai l'impression qu'il y a quand même un mot récurrent, c'est quand même les gens motivés, les gens engagés. La question que je me pose, c'est qu'est-ce qui se passe avec les demandeurs d'emploi pas très motivés ou moins motivés, du coup, qui ne sont pas été sélectionnés dans vos dispositifs ou qui ne sont pas considérés comme le public prioritaire compte tenu des contraintes. Je ne suis pas en train de critiquer en disant c'est pas bien, c'est justement on fait tout ça pour le public motivé, très bien. Grosso modo, c'est on aime bien aider les gens motivés. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour justement, pour les gens qui ne sont pas très motivés, comment on les rend plus motivés? Ça, c'est ma première question, première réflexion. Deuxième question, c'est j'ai l'impression que la grande majorité des actions, que non seulement on met l'accent sur la construction d'un réseau, la pérennisation des réseaux de partenariat, donc ça, je comprends très très bien, je vois tout à fait l'enjeu, l'importance. Et je vois aussi, c'est une action, on met l'accent sur l'information. C'est-à-dire, on a l'impression qu'il manque des informations chez nos publics. Or, la littérature en sociologie, notamment la littérature sur le non-recours, tous les travaux menés par l'Odenor, dont Philippe Varin, montrent qu'il y a quand même 4 facteurs chez les cas de non-recours. C'est-à-dire, non-recours, c'est des gens qui ont droit, mais finalement, qui n'utilisent pas leurs droits. Le premier cas, bien sûr, c'est non-information. Deuxième, c'est non-proposition, c'est-à-dire la personne
elle sait, elle a droit, sauf que le droit n'a pas été proposé par l'administration ou par le guichet. Troisième cas de figure, c'est non-réception. La personne a fait un dossier, mais il manque une pièce, le dossier n'a pas été reçu, donc il n'est pas éligible. Et quatrième, c'est la non-demande. Donc derrière la non-demande, il y a aussi une série de facteurs. Ça peut être problème de ciblage, ça peut être le contrôle un peu trop sévère, ça peut être la peur de stigmatisation, ça peut aussi être la lourdeur administrative, pour toute une série de raisons. Personnellement, j'ai l'impression qu'on a mis beaucoup d'accent sur la non-information. C'est effectivement très important, c'est vraiment la première étape. Il faut au moins que les bénéficiaires sachent qu'ils ont ces droits-là. Mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas, au moins on n'a pas beaucoup parlé d'autres dimensions du non-recours. Alors, ma troisième question, encore une fois, donc comme je n'ai pas beaucoup de temps, je crois que j'ai 10 minutes, je vais aller vite, donc je vais parler très directement, très franchement, c'est la responsabilité des entreprises. C'est-à-dire que j'ai l'impression que derrière la grande majorité des dispositifs ou la mise en réseau, c'est beaucoup de financement public ou majoritairement des dispositifs au moins cofinancés par les pouvoirs publics. Ma question, c'est, par exemple, sur la question de mobilité, quelle serait la responsabilité des entreprises ? Alors, pourquoi je pose cette question-là ? C'est parce que, par exemple, en Chine, les mobilités, c'est plutôt des questions relevant de la responsabilité de l'entreprise. C'est dans des villages où il y a des problèmes de mobilité, c'est aux entreprises de construire des routes. Vous voyez, des routes à la campagne, c'est cofinancé par les entreprises locales. Et les bus, les navettes, très fréquents, c'est financé, géré entièrement par les entreprises. Ou encore des dispositifs partagés, mais mis en place par les entreprises. Donc en effet, les pouvoirs publics locaux jouent un rôle de mise en réseau pour créer une sorte d'action en commun, des navettes en commun, partagées par plusieurs entreprises. Mais derrière, l'argent, l'État ne sort pas un sou, c'est entièrement financé par les entreprises. Alors pourtant, je viens d'un pays socialiste, soi-disant. Donc la question, c'est, dans notre cas, pourquoi finalement en France, c'est l'État, les pouvoirs publics, c'est la société, collectivité qui sont plus lancés dans ces actions-là. Donc, quelle est la part de responsabilité des entreprises ? Bien sûr, là, je ne suis pas en train de dire qu'il faut revenir en arrière, avoir un modèle totalement paternaliste. C'est que, est-ce que les entreprises ne peuvent pas collaborer ou encore participer aussi à des dispositifs ? Par exemple, il y a aussi des employeurs qui mettent en place des garderies et tout, qui permet effectivement de fidéliser, par exemple, les hôpitaux, les EHPAD. Ce qu'on voit, c'est quand ils mettent en place un micro-crèche, ça permet de mieux fidéliser les salariés. Donc, ça renvoie à la question de CDI, le refus de CDI, donc le rapport au travail des jeunes. C'est pas qu'une question de génération Z, de mon point de vue. Donc, si on regarde les statistiques, l'évolution dans les 40 dernières années, le taux d'intérimaires, c'est pas plus élevé. Le taux de CDD, effectivement, ça a augmenté. Mais en même temps, ce qu'on voit, c'est aussi, on ne propose plus forcément le même type de contrat. Le CDI typique est en baisse, c'est-à-dire le CDI à temps plein, avec des horaires typiques est en baisse. Ce qu'on constate aussi, ce n'est pas forcément les mêmes conditions de travail, c'est-à-dire ce qu'on constate effectivement avec grandes enquêtes, c'est la dégradation de conditions de travail. Donc le refus de CDI, donc ce constat-là, on ne doit pas imputer l'explication uniquement chez les individus. Il y a aussi une part de responsabilité des entreprises ou de la société. On ne propose plus le même type de contrat, pas forcément pareil, et pas forcément les mêmes conditions de travail. Bien sûr, les travaux montrent en même temps il y a une grande prise de conscience collective, c'est plutôt un progrès, des conditions de travail, de la santé au travail. On est de plus en plus soucieux de ces éléments-là. Ce n'est pas parce que les jeunes sont feignants, c'est parce que les jeunes, ou nous tous, nous sommes aussi plus conscients des enjeux de la santé au travail, les enjeux de conditions de travail, c'est-à-dire on ne veut plus avoir un travail qui nous tue à 50 ans en accumuler de usure professionnelle. Donc je pense que la réponse ne sera pas noir ou blanc, c'est plutôt il faut nuancer. Alors, une autre grande remarque, c'est, je trouve, franchement, je suis vraiment très agréablement surprise par cette prise de conscience très importante par tous les acteurs de terrain, quel que soit le milieu, sur les questions de représentation sociale des métiers. Donc, je me rends compte, en effet,
les actes de terrain ne se posent pas moins de questions que les scientifiques sur les questions de représentation sociale, notamment l'enjeu du genre. C'est-à-dire les questionnements sur le genre, je trouve c'est quand même beaucoup très très poussé par rapport à ce qui se passe il y a 10 ans. Donc je trouve c'est vraiment une très très belle prise de conscience, une belle réussite, vraiment une intelligence collective. Enfin, ma dernière remarque, c'est vraiment sur l'effet du groupe. C'est-à-dire qu'on a l'impression, quand on réfléchit sur la pérennisation des dispositifs, on compte aussi beaucoup sur les acteurs des entreprises ou sur les acteurs publics. Et je me demande dans quelle mesure nos bénéficiaires, nos anciens bénéficiaires peuvent aussi jouer un rôle de groupe pair ou encore ambassadeurs, ambassadrices du dispositif ou ambassadeurs, ambassadrices des formations, etc. pour justement jouer un rôle important dans l'accompagnement, dans l'insertion et dans tout ce qu'on fait, c'est-à-dire dans la démarche de co-construction de partenariat, dans quelle mesure on pourrait aussi mieux intégrer soit les élèves, soit des anciens élèves, soit des anciens bénéficiaires des dispositifs, avoir un regard des acteurs vécus. Voilà. Merci. Ouais, ça vous démange. Hein. Qu'on dise que les entreprises vont construire les routes et s'occuper des bus et des trucs. Alors, il faut dire que les entreprises participent en partie dans les syndicats de transport avec la taxe transport, mais quand même, ça ne couvre pas la totalité. Et c'est vrai, vous avez raison, Jingwe, dans le temps, dans les grosses entreprises, notamment la sidérurgie, ils avaient les bus qui ramassaient, etc. etc. Ce qui fait qu'on a encore quelquefois des demandeurs d'emploi qui nous demandent s'ils vont être remboursés de leur trajet domicile-travail. Non, mais moi, j'aimerais intervenir. Allez-y. Mais alors que, parce qu'après, il y a Guillemette qui doit parler. Ça va être très rapide. Allez, très rapide. Tous les sujets que vous avez abordés sont abordés dans le cadre syndical, justement dans les branches professionnelles. C'est-à-dire que dans les branches professionnelles, vous retrouvez à la fois les salariés et les patrons. Et en fait, ce qu'on oublie régulièrement, c'est le dialogue social et la qualité du dialogue social. Je vous disais que juste avant de venir, j'étais avec les syndicats de salariés. Ce n'est pas pour négocier les augmentations, les minima salariaux, on le fait dans l'année, mais c'est pour discuter de toutes ces problématiques-là. Et pourquoi, quand est-ce que ça se passe bien? Mais c'est quand il y a un dialogue social, qu'il y a un vrai dialogue de communication. On n'est pas toujours d'accord, hein, on est d'accord, mais au moins on prend des décisions et on avance ensemble. Ce qu'il y a, c'est que dans beaucoup de décisions, on oublie de mettre la branche et on met la filière. Parce qu'on a décidé de mettre en place des filières. Les filières, ça s'occupe de quoi? Ça s'occupe de l'économique. D'accord? Voilà, donc voilà. La machine à cash. Le secret, c'est la branche. La machine à cash, c'est pas pour vendre ce que je fais. Non, mais si, c'est important. Mais c'est la réalité. C'est très important. Quand il y a des soucis, je pense que vous avez un petit souci en ce moment sur votre territoire. Si on n'en avait qu'un sur notre territoire. On est d'accord, mais en tout cas, sur le secteur qui nous concerne, en tout cas, je me dis, mais est-ce qu'à un moment donné, il y a eu un dialogue social sur le sujet? Mais je crois que non. C'est fort possible. Et donc, les solutions pour avancer, pour se mettre en place, ça ne se fait pas. Moi, je peux vous dire que sur le territoire de Douvrin, d'accord, c'était l'entité essentiellement française de mécanique, on a beaucoup travaillé avec les syndicats de salariés pour trouver des solutions douces de mutation, de transfert. Alors, il y a toujours des syndicats un peu extrêmes qui font brûler des palettes et des pneus, mais globalement, moi, j'ai été invité au Mondial de l'automobile il y a 15 jours, d'accord, où on nous a félicité, le ministre de l'Industrie en personne et la ministre du Travail, sur l'acte de dialogue que nous avons mis en place pour trouver des solutions de transfert doux. Merci. Le rapide, il s'arrête là. Je suis désolée parce qu'il y a Guillemette qui doit nous faire le retour, elle, de son observation de toute la journée. Laurent, il dit qu'il marche le micro. Oui, ouais, ça marche. J'ai envie de donner un droit de réponse. Vous êtes une des branches où il y a encore des syndicats. Donc, voilà, il y a beaucoup de branches en France où il n'y a plus de dialogue social. Et en plus, il n'est pas très incité. Alors, je sais pas, on m'entend bien? Oui? Non? Je vais prendre l'autre alors. C'est une vraie problématique. Le dialogue social territorial est hyper important. Mais bon, je ne suis pas là pour parler de relations professionnelles, mais
Alors, je vais commencer en répondant peut-être à votre question. Alors, moi, ce que j'ai entendu aujourd'hui, c'est surtout des dispositifs qui équipent le marché du travail. Donc, je vais reprendre ce que j'entends par équiper les individus pour le marché du travail. Quand vous équipez des individus pour le marché du travail, vous ne changez rien au fonctionnement du marché du travail, un peu classique, et vous les dotez de formation initiale. Donc la formation initiale, ça ferait partie de ça. Et puis des droits à la formation tout au long de la vie. Avec les vouchers, vous avez le droit à temps au bout de tant d'années, tous les ans c'est abondé, etc. Et à vous de vous charger de votre employabilité, de faire jouer la concurrence entre les entreprises, etc. Et ça, c'est quand on cherche à donner tous les moyens pour que les gens soient autonomes et qu'en fait, ils n'aient pas vraiment besoin des services publics de l'emploi. Voilà. Et c'est toujours un peu cette chose-là quand on voit qu'ils sont débordés à France Travail. Il y a des gens, on voit qu'ils n'ont pas besoin de nous. Ouf, parce que vu mon portefeuille, voilà. Et donc ça, c'est un peu la référence, un petit peu la référence. Ils vont trouver par francetravail.fr ou par des jobs ou Indeed. Je ne veux pas faire une fixette sur francetravail.fr. Il y a d'autres numériques. Et c'est ça que j'appelle doter les gens. Et donc là, il y a tout un travail qui est fait par les services publics de l'emploi. Même quand on écrit le ROM, c'est un gros investissement, on est en train de fabriquer un marché là, et les gens vont être autonomes. Entreprise qui va être capable de comprendre le ROM, qui va être capable de poser une annonce sur France Travail, et les gens qui vont en trouver un. C'est ça que j'appelle équiper les gens, y compris les entreprises. Vous pouvez vous débrouiller sans nous après ça. Tandis que équiper le marché du travail pour s'adapter aux individus, eh bien, c'est justement ces dispositifs que vous avez présentés essentiellement aujourd'hui qui sont des moyens alternatifs au fonctionnement classique du marché du travail, puisqu'à chaque fois, il s'agit bien de se faire rencontrer des offres et des demandes. Voilà. Et donc, vous vous substituez, ou vous adaptez, vous améliorez, le fonctionnement classique du marché du travail. Mais on est bien dans le fonctionnement de ce que tout le monde a appelé match. Moi, j'ai appelé ça appariement. C'est mon vieux côté un peu français. Chaque fois, j'ai beaucoup entendu ça match ou ça match pas. En français, c'est un appariement ou pas un appariement. Donc, le matching a lieu ou pas, et vous travaillez là-dessus. Donc voilà, ça c'était pour... Alors, après ce que j'ai entendu dans la journée, il y a plein de choses que je suis capable de dire qui ont apporté beaucoup d'eau à mon moulin. Alors, déjà, j'ai beaucoup apprécié l'intervention de M. Dumont, premier vice-président de Donésis Aglo. J'ai parlé des formes de l'emploi, mais la garde d'enfants, c'est lui qui me l'avait inspiré aussi, parce qu'il en avait parlé. Et il a eu une phrase très intéressante, il a dit « On sait très bien que pour attirer les entreprises, il faut les aider ». Eh bien, c'est pareil c'est pareil des deux côtés du marché. En fait, il y a cette idée d'aider. Et c'est là où moi, j'ai parlé d'intermédiation active comme moyen, justement, d'équiper le marché du travail. Et donc, ce que vous faites, en effet, souvent, c'est de rapprocher les gens, de les accompagner par la main. J'ai entendu aussi cette expression-là, de les prendre et de les amener jusque-là. Et donc, moi, j'ai entendu beaucoup de questions sur l'accès au droit, c'est pas seulement un point de vue d'information, mais tout simplement impossibilité d'avoir accès, et par le fait de ne pas savoir lire, de ne pas pouvoir bouger. Donc typiquement, quand vous équipez les personnes, vous leur donnez des cartes. Après, vous ne regardez pas s'ils savent lire les cartes, ou s'ils ont un moyen de se déplacer avec cette carte. Voilà, c'est cette idée-là. Et donc, les dispositifs dont j'ai entendu parler aujourd'hui, ce sont autant de dispositifs, en fait, on équipe le marché du travail, et ça demande des partenariats, ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'argent, beaucoup d'acteurs, et c'est exactement quand chaque fois tu demandes qui finance, etc. Et on a pu voir tous les acteurs que vous êtes, qui sont de statut public, parapublic, entreprise, organisation professionnelle, qui doivent en effet, alors il avait parlé de faire maison commune, il n'est pas resté, donc bon, tant pis, mais donc c'est vrai. Donc c'est très bien. L'idée de maison commune, c'est en effet de plusieurs acteurs qui arrivent à avoir un langage un peu commun pour se comprendre, et pour arriver à expliquer ce versant du marché du travail, cet autre versant, on va les aider à se rencontrer et à se comprendre, parce que par le marché classique, ils n'y arrivent pas. Par l'annonce, ils n'y arrivent pas. Alors, après, ce que j'ai entendu aussi, ça va rejoindre un peu Jingwei, j'ai beaucoup entendu parler de volontaires. Mais alors ça, je sais, les entreprises n'ont aucune envie de voir venir travailler des gens qui ne sont pas volontaires. Ce qui fait que chaque fois que j'entends parler des politiques où on va contrôler les chômeurs avec des preuves de recherche d'emploi, je m'arrache les cheveux. C'est-à-dire que si on voulait politiquement décriminaliser
les demandeurs d'emploi de Pôle emploi, on ne s'y prendrait pas autrement. Parce que maintenant, chaque employeur sait très bien que quelqu'un qui est envoyé par France Travail, est-ce qu'il est là parce qu'il est intéressé ou parce qu'il a besoin de faire des démarches de recherche d'emploi? Et tant qu'à faire des démarches et après ne pas franchement aller jusqu'au bout, je vais aller dans les entreprises qui ne m'intéressent pas, pour ne pas perdre mes points, parce que quand je serai vraiment intéressé, j'irai. Et ça, c'est dit dans tous les pays d'Europe. C'est-à-dire que chaque fois, les employeurs vont dire « Ah oui, mais ça, c'est le profil. À une époque, on parlait de profil ANPE. Maintenant, on parle du profil Pôle emploi. Bientôt, on parlera du profil France Travail. » Mais s'il n'y avait pas cette... voilà, ce qu'on a comme représentation. On a beaucoup parlé de représentation de la métallurgie chez les jeunes. On pourrait parler de la représentation des chômeurs pour les entreprises. Et chaque fois que j'entends ce contrôle des chômeurs que l'on va faire par les preuves de recherche d'emploi, mais à chaque fois, je suis catastrophée. Si on voulait si vraiment on voulait casser toutes les stratégies de recherche par ces personnes, on ne s'y prendrait pas autrement. Donc ça, c'est toujours cette question de se poser, ben oui, les entreprises ont envie de gens volontaires pour travailler, pas des gens qu'on est en train de contrôler, qu'on oblige à y aller. Si c'est pour les obliger, on n'en veut pas. Ça, voilà. D'autres mots que j'ai entendus, c'est le coaching. Alors, le coaching, moi, je ne suis pas... Mais en fait, comme je l'entends tout à fait, parce que même nous, avec nos étudiants, on convoque et puis ils ne viennent pas. Je vois très bien le coaching pour au moins permettre aux bénéficiaires d'aller au moins au bout du cheminement. Parce qu'à chaque fois, je voyais que le coaching, c'était pour qu'ils aillent au bout de ce qu'on a à leur proposer. C'est pas de nouveau, on est bien en train de les aider et non pas de... Moi, j'ai toujours une soupçon, voilà, on coach les gens pour allez-y sur le marché du travail. Voilà, je vous coach et puis vous irez, on verra si ça se passe bien. Il y a peut-être un moment ou deux, on veut s'assurer, on met des coachs pour être sûr qu'on va envoyer des gens qui sont présentables. Moi, j'ai envie de dire, n'envoyez pas des gens en espérant qu'ils sont présentables, accompagnez-les, allez-y. Et même dans le privé, ils font ça, parce que je sais qu'en ce moment, donc je travaille beaucoup sur les questions de recrutement, les entreprises privées de recrutement ont très peur du numérique. Ils se disent, notre secteur, là, ils sont aussi... quelle est l'entreprise qui va passer par des entreprises de recrutement alors qu'on a le numérique ? Eh bien, ils vont essayer de vendre des prestations supplémentaires. Et une des prestations que vendait un cabinet de recrutement en disant maintenant, ce qu'on dit aux gens, c'est qu'on sera là pendant les entretiens de recrutement. Donc, ils le vendent aussi bien à l'entreprise qu'à la personne qu'ils accompagnent. Notre plus-value, c'est qu'on va être là pour vous aider à vous comprendre et à être le traducteur. Et là, ce n'est pas du tout pour aider des chômeurs de longue durée. Ah, et pourtant, les chômeurs de longue durée en ont beaucoup plus besoin. Il existe une méthode qui a travaillé là-dessus, c'est la méthode IOD, intervention sur l'offre et la demande de travail. Et donc, moi, le coaching, très bien pour former les gens, pour aider les gens à aller jusqu'au bout de la formation qui va leur permettre d'avoir un emploi. Moi, ce qui me fait toujours peur, c'est quand on parle de coaching en disant, allez, on veut être sûr qu'on envoie quelqu'un qui est bien préparé. Moi, j'ai envie de dire, mais allez jusqu'au bout, cette personne bien préparée, accompagnez-la et allez dans l'atelier, parce que tout ne se passe pas forcément dans il y a beaucoup d'entretiens qui peuvent se passer sur place. D'ailleurs, ça va me permettre de lien direct avec le mot immersion que j'ai entendu plusieurs fois et qui est donc, c'est un travail qui a été fait aussi au Centre d'études de l'emploi, cette idée d'immersion où en fait on évalue les gens non pas sur leur capacité à parler d'eux, ou à écrire. Si c'est un CV, c'est pire. Envoyez-le sur le CV. C'est pas sur le CV, c'est même pas sur l'entretien où on parle de qu'est-ce que vous savez faire, mais sur le fait de savoir faire. Est-ce qu'ils se débrouillent, ils savent faire. Et ça, c'est connu aussi que ça aide beaucoup de personnes à prouver leurs compétences qu'ils ne savent pas exprimer ou qui n'est pas certifié par l'extérieur. Et donc, je pense en effet que ça a aussi aidé à l'immersion. En plus, c'est gratuit. Nous a-t-on rappelé. Mais il faut être de nouveau volontaire et volontaire des deux côtés. Et que ça soit c'était ce matin, c'est une action zèle, non, les ailes, qui prennent des femmes dans un camion oui. pour les amener sur des chantiers travailler, ou que ça soit, pareil, c'était la même chose, un peu la race, c'était aussi des femmes qu'on emmenait travailler en immersion. Donc là, bon, il se trouve que c'est le point commun, mais je pense qu'on peut faire ça aussi avec des hommes. L'idée de l'immersion est en effet quelque chose de tout simple, où en fait on change on inverse le moment où on travaille par rapport au moment du recrutement. Et d'ailleurs, c'est aussi ce qu'on nous a présenté sur, donc là, je ne sais plus le nom, mais sur le job dating, venait après 3 semaines d'immersion. Et ça aussi, on se contente en fait d'inverser la procédure de recrutement,
où on travaille avant d'être recruté, ce qui permet qu'on a pu montrer ses compétences autrement que par, vous savez, c'est ce que je vais appeler ce matin les formats standards et formats personnalisés. Les standards, c'est tout ce qu'on peut codifier à l'avance. Personnalisé, c'est ce que vous racontez avec ce que vous êtes, et là, entre autres, en le faisant. Et donc ça, c'est ce que j'appelle en effet, alors équiper, ça peut paraître équiper le marché, dans le sens où on va proposer une autre manière de fonctionner dans l'approche de l'offre et de la demande. Et si je finissais sur les freins, alors aussi, les freins, j'ai parlé un moment du fait que, donc toujours quand on équipait le marché aux individus, pour s'adapter aux individus, j'avais introduit l'idée de transition tout au long de la vie, tout au long du cycle de vie. Et justement, beaucoup de ces freins sont en fait liés au cycle de vie. Et est-ce que ce sont des freins ou est-ce que c'est tout simplement des personnes avec une vie humaine et pas simplement... Alors c'est vrai que le sourcing, ça vient des ressources et on parle de ressources humaines. Donc on est une ressource comme une autre, mais non, justement, on n'est pas une ressource comme humaine dans le sens où par rapport à d'autres ressources dans la métallurgie, on a un cycle de vie. Et il y a des moments où on est jeune, il y a des moments où on a des enfants, il y a des moments où on s'occupe des enfants, des moments où on s'occupe de ses parents, des moments où on devient vieillissant, des moments, etc. Et donc à chaque fois, ça nous fait des freins. Ça s'appelle comme ça, le marché du travail, il appelle ça des freins. Alors que ça peut être aussi... Alors après, je peux reconnaître qu'il y a des choses peut-être qui sont plus liées au marché du travail, mais beaucoup des freins dont on parle souvent, c'est la vie. Et qui va plus ou moins bien, ça dépend après des familles, du contexte, de la société. Il y a des gens qui ont des freins qui sont plutôt des accélérateurs. Enfin, la famille, c'est plutôt un accélérateur, d'autres sont des freins. Enfin, pour les femmes, une grossesse, c'est un frein. Enfin, c'est pourtant pas une pathologie, c'est pas un accident, voilà. Et pourtant, c'est un frein pour le marché du travail. Et c'est là où, de nouveau, quand on nous parle des freins, on pourrait dire tout simplement, on pourrait admettre que c'est pas des freins, c'est des parcours de vie ou des cycles de vie des travailleurs et des travailleuses, et qu'il faut savoir aussi adapter le marché à ça. L'équiper. Et comment on s'occupe, alors c'est l'exemple que je prenais de la garde d'enfants, que ce soit en effet des entreprises ou des groupements d'entreprises ou des collectivités territoriales qui ont des crèches avec des horaires adaptables, etc. Ça existe. Et donc quand j'entends des recruteurs dire le problème de garde d'enfants de madame, tant qu'il n'est pas réglé, on ne peut rien faire, voilà. Et donc ça, c'est un frein. On est d'accord. Mais peut-être que frein, il faudrait traduire le mot frein par empêchement. En fait, c'est ce qui empêche, quand on parle des freins, c'est ce qui empêche d'y aller, etc. Vous avez raison. C'est toujours ce côté, en fait, on est des ressources, mais il ne faut jamais oublier ce côté cycle de vie qui fait que si pour le marché, on est... C'est comme, pour les hommes et les femmes. En tant qu'économiste, il y a encore quelques années, je voyais un collègue qui s'intéressait aux retraites. Et qui voulait faire des calculs en fonction de la carrière qu'on avait eue, quel type de retraite on avait, et selon les réformes, ça impliquait quoi sur le niveau de retraite. Et il disait, bon, j'ai pris une cohorte de telle et telle année de naissance. Ah, je n'ai pris que des hommes pour avoir des vraies carrières. Voilà, c'est ça, c'est que nous, les hommes, c'est l'individu, l'homo economicus, qui reste sur le marché du... c'est celui qu'on apprend à l'université. Hein. C'est l'homo economicus qui a une carrière toute sa vie sur le marché du travail. De temps en temps, il peut y avoir du chômage, des transitions, etc. Les femmes, leur côté humain, quelque part, ressort plus parce qu'elles ont des enfants. Oui. Les hommes, quand ils ont des enfants, ça change rien. Et donc, c'est ce côté... Et donc... Alors, ça renvoie à toutes les dimensions de ce qu'on appelle le travail décent et dans les agendas politiques, d'introduire cette notion du travail qui est habité par des êtres humains et certains sont des femmes. Oui, je vais laisser le micro pour la salle et je vais m'éclipser. Par contre, la méthode des habiletés, enfin la méthode où les gens peuvent aller montrer ce qu'ils savent faire, sachez quand même que ce n'est pas adapté à tout le public, et je parle sous le contrôle d'Isabelle Arnoux du pli de la Porte du Hainaut, parce que j'ai aussi exercé ce métier de travailleur social il y a très longtemps dans une autre vie. Et ben, le public qu'on accompagne et qui est très éloigné, et ben, même aller faire ces tests, etc., ça les met dans des situations de stress extrêmement importants. Et ben, quelquefois, ils savent faire, mais ce jour-là, ils ne savent pas faire. Donc même ça, quelquefois, il faut vraiment le travailler. En tout cas, merci beaucoup. Et puis, on va laisser les questions à la salle. Richard, il dit que c'est bon. Bon, vous n'avez pas de questions? Ah, parce que Richard, il a un truc. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir invité ce soir. C'était une très belle journée avec beaucoup de choses à dire. Merci beaucoup. Bonne soirée. Ah bah oui, hein, évidemment.